Bien le bonjour à tous les mordus de hockey. Je vous souhaite la bienvenue pour le tout premier épisode du tout premier podcast de notre plateforme Mordu de hockey, le show où on mord à pleines dents. Let's go! Donc, je vous présente immédiatement mon collègue Ced et moi-même, Julien. Super content d'être là. On est tous deux des chroniqueurs pour le site web mordu avec un S de hockey.com. Un site qu'on a développé en collaboration avec la chaîne YouTube de Frankwell. Donc, bienvenue à toute la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec vous sur le show à pleines dents? Mon cher Ced, à toi la parole. Yes. En fait, en pleine dent, c'est un show de hockey en général. On ne veut pas juste parler du Canadien. Évidemment, on va parler du Canadien, là, c'est sûr à 100%. Mais on va en parler sous une perspective qui est moins parlée dans le monde du hockey. Les prospects, les joueurs qui jouent ailleurs, dans d'autres ligues, qui appartiennent aux Canadiens et évidemment des gros joueurs, là, des noms comme Connor Bedard et tout ça. On va suivre à travers l'année les joueurs là, les plus intéressants et les ligues les plus intéressantes. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder à une chose en particulier. Notre sujet du jour, en fait, ça va être les équipes dans la conférence de l'Ouest. On va s'attarder à un joueur par équipe qui est à surveiller cette année. Puis, on va tout de suite commencer avec le premier, si tu le veux bien, Julien. Ben oui, ben oui. Donc, le premier... On va essayer Oui, de s'échanger un peu ces équipes, hein, Ced? oui, C'est exactement l'idée, là. Tout à fait. Le but, c'est d'avoir un petit débat, là, de savoir qui est vraiment les joueurs qui vont être à surveiller cette année pour chaque équipe. Puis, la première équipe qu'on va regarder, c'est l'Arizona. Moi, j'ai choisi l'Arizona. J'ai choisi Logan Cooley cette année, récemment, qui vient de signer son contrat d'entrée pour la Ligue nationale. L'année passée, comme vous pouvez voir à l'écran, il a joué dans la NCAA. Il a joué 39 matchs. Il a ramassé 60 points, ce qui est énorme quand même pour la NCAA. Ça risque d'être un joueur à surveiller parce qu'il risque de commencer là, très rapidement. Moi, je dirais probablement sur la deuxième, peut-être la troisième ligne, parce qu'il y a quand même des bons joueurs là, en ce moment là, qui sont là. Oui, c'est peut-être sûr, juste la mais profondeur. faut pas oublier que certains pensaient que c'était pour être probablement le meilleur joueur de son encamp de repêchage, même si c'est Slavkovski qui a été pris devant. Et Simon Nemec, plusieurs pensaient que Cooley pouvait être le joueur le plus talentueux, si on peut dire ça comme ça, de cette année-là. Donc, beaucoup d'impatience à le voir évoluer au sein de cette équipe-là, malgré le fait qu'ils ne sont pas dans la meilleure des situations imaginables au niveau de l'Arizona, mais Cooley, très excitant, là, selon moi, de voir évoluer ce jeune-là cette année. Oui, puis là, il va y avoir Dylan Ganter qui s'en vient dans l'équipe, qui a joué dans la Ligue junior l'année passée. Ben, il avait fait quelques matchs dans la Ligue nationale, mais il avait été retourné à son club de la Ligue junior. Alors là, il y a Clayton Keller, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne jouera pas, on ne le sait pas. Puis un autre joueur à regarder, d'après moi, qui devrait avoir beaucoup de points cette année, c'est Mathias Maccelli. Donc, un joueur peut-être un peu moins connu, mais qui va être à surveiller aussi. Donc, Logan Cooley cette année, c'est mon joueur pour l'Arizona. Oui, définitivement. Je pense que c'est le go-to là, à regarder. Là, le joueur clairement, probablement le plus excitant de cette équipe-là. Ah oui, clairement. De ton côté, Julien? Oui, si on y va avec Anaheim maintenant. Donc, du côté d'Anaheim, encore une fois, je pense qu'on a un choix assez clair avec Trevor Zegras. Même s'il y a des joueurs intéressants au niveau de l'équipe encore, là, on peut penser à Mason McTavish aussi, là, qui est en début de carrière, qui est assez intéressant de son côté, un beau talent. Sauf que, ou même Jamie Drysdale aussi, qui a été repêché assez haut au repêchage. Donc, selon moi, ça reste Zegras qui est le plus impressionnant là, à regarder à ce niveau-là. Aussi, un excellent pointeur. Probablement va engranger encore beaucoup de points. Sûrement améliorer cette marque-là qu'on peut voir ici. Là. Sauf que, comme tu as si bien spécifié dans le message, il n'est pas signé pour l'instant. Probablement sujet à recevoir un offer sheet si jamais une équipe ose le faire. Ça pourrait être un bon candidat là, à essayer ça. Mais à combien, par contre? Trevor Zegras, c'est ce qui va se ramasser avec un contrat de 10 millions en partant? Ben, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'Anaheim égalise immédiatement l'offre si on le fait. Donc, c'est probablement pour ça qu'il n'y en a pas reçu jusqu'à maintenant
Oui, tout à fait. d'offre, ça. Les 2 dernières années, fait 23 buts. Mhm. Exactement 23 buts les 2 dernières années. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse 30 buts cette année. Peut-être Oui, que ça serait l'évolution normale, je pense. ouais, c'est un passeur à premier lieu, mais ça reste que s'il augmente son nombre de Mhm. buts, peut-être potentiellement se rendre à 70-75 points, avoir un peu l'équivalent de ce que Suzuki fait à Montréal, en fait. Oui, oui, peut-être moins défensif, puis peut-être plus flamboyant offensivement au niveau du power play ou des aptitudes. Là. Mais oui, Tout à fait. ça pourrait être bénéfique pour eux, là, définitivement. Parfait. Fait que Anaheim, c'est fait. On s'en va à Chicago aujourd'hui avec Connor Bedard. C'est sûr que Connor Bedard, c'était le choix facile de Chicago là, Oui. avec sa production qu'il a fait juste dans les World Juniors, donc les Mhm. championnats mondiaux juniors, moins de 20 ans, 7 matchs, 23 points. Il a battu des records là, puis il a battu évidemment des records dans WHL avec 143 points. Ça n'a aucun bon sens en 57 matchs. Il est déjà dû pour commencer dans la Ligue nationale. C'est ce qu'il va faire. Puis je pense que ça va être le joueur à regarder là, qui va être le plus excitant à voir, en tout cas, Ouais. chez. T'as-tu Clairement, d'autres puis choses? tu sais, Chicago, ils ont ajouté plusieurs joueurs pour épauler Mm. spécifiquement Connor Bedard, je pense. On pense à un contrat de Corey Perry qui est un peu démesuré. Foligno, même chose. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont allés chercher pour encadrer, si on veut, Connor Bedard, puis lui permettre d'avoir une saison d'entrée dans l'LNH, même si l'équipe n'est pas très forte, Mm. de potentiellement avoir juste une saison correcte, même s'il n'est pas dans une équipe qui est un powerhouse, si vous permettez l'expression. Ben, je pense que clairement, Chicago vise la jeunesse là, à long Mhm. terme. Là, donc, ils ne sont pas rendus là, on s'entend. Mais tu sais, un joueur comme Taylor Hall, je pense que c'est le joueur qui va pouvoir jouer avec Connor Bedard. Oui, C'est le joueur vraiment. qui est le plus allumé, là, qui va pouvoir permettre de donner le plein potentiel à Bedard, surtout en considérant aussi son gabarit. Là, 5 Oui. pieds 9, 5 pieds 10 en ce moment, Connor Bedard. Oui. Mais c'est pas le plus gros non plus. Là, il a 18 ans. Là. Donc, On va potentiellement voir un peu de Taylor Radish à ses côtés aussi, là, ouais, oui, qui est peut-être un peu lent et éclair, mais il ne faut pas oublier qu'il jouait à Tampa Bay avant. Donc, ouais, c'est ça. il n'y avait pas vraiment d'espace pour lui dans l'équipe. Donc, depuis Exact. qu'il est arrivé à Chicago, il faut spécifier, il performe quand même super bien là, depuis qu'il est là. Ouais, j'ai Tyler Johnson aussi qui pourrait être un bon joueur à regarder. Oui. Là, un joueur de deuxième. Un autre de Tampa Bay qui s'est Ouais, ramassé c'est là. ça. Exactement. Donc, c'était assez facile avec Chicago. Là. Maintenant, Calgary, Oui. qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Écoute, des drôles de changements Calgary avec les 2 dernières saisons, Ouais. l'échange de Ouais. Ketchuk, Gaudreau, l'arrivée du Berdo, le non-succès du Berdo avec l'entraîneur, les difficultés un peu all-around, Markstrom qui ne fonctionne pas dans les filets. J'ai pas le choix d'y aller avec Huberdeau encore. Il faut que ça rebondisse. Ça n'a pas, pas de sens, 55 points. J'ose croire que c'est vraiment le système et l'entraîneur qui était là avant qui limitait un peu son potentiel. Donc, Mm. j'espère de le voir rebondir, même si je préférais le voir rebondir bien ailleurs que Calgary. Mais bon, ça, c'est un L'autre autre histoire. débat. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, à 10,5 millions, c'est là le problème. Là. S'il Oui, était à définitivement. 6,5 comme Gallagher, disons, Il ça chialerait un petit peu moins. Là. faut clairement que ce Donc, soit un joueur d'impact, ce qui n'a pas été l'an dernier, malheureusement, pour cette équipe-là. oui, exactement. Donc, ça va pour Calgary. On va passer à Colorado. Colorado, j'ai choisi Cale Makar. Mm-hmm. Pas nécessairement parce que c'est. On s'entend que c'est le choix facile, là, mais Oui. c'est simplement parce que l'année passée, il n'a pas fait une année complète, 60 matchs. C'est pas Mm-hmm. la première année ni la dernière, je pense, qui va manquer à cette équipe. On regarde les 4 premières années de son arrivée dans la Ligue nationale. C'est 57, 44, 77, 60. Bon, là-dedans, il y a la COVID, là, mais ça reste qu'il n'a jamais encore réussi à faire une saison complète. J'aimerais ça cette année qu'il fasse une saison complète, montrer à quel point il peut monter son nombre de buts, son nombre de points, évidemment. Mm. Puis, tu sais, s'il dépasse le 20-25 buts, là, ça serait extraordinaire pour un défenseur comme lui. Oui. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs, là, on s'entend dans l'équipe là, pour l'aider, mais moi, c'est mon joueur à regarder là, en ce moment. Oui, clairement, je pense que c'est un des joueurs les plus impressionnants au niveau skill de la Ligue entière. Donc, là-dessus, on n'a pas de débat. Certains, je pense que ton point là, de le voir jouer 80-82 matchs, ça serait vraiment sensationnel pour une première fois, dans le fond. De voir à quel point il peut aller peut-être
rejoindre des exploits que Carson a fait, un 100 points en 82 matchs, quelque chose comme ça, parce que selon moi, il est un peu meilleur que Carson. Donc, ça pourrait être bien intéressant de voir jusqu'où il peut aller à ce niveau-là pour Cale Makar, je pense. Ben, il est plus complet, en tout cas. Là. Ouais. Au moins, il y a un petit jeu défensif. C'est pas nécessairement le meilleur, mais il y a quelque chose pour aider. Là, c'est surtout qu'il y a encore des années pour grandir. Il est encore très jeune, on s'entend. Oui. Puis mon deuxième choix, ça aurait été Bowen Byram, qui est un autre défenseur, qui est un défenseur en devenir, qui joue un peu dans l'ombre de Cale Makar, là, on va se le dire. Là, vu que Makar est très, très puissant. Mais je pense que c'est un one-two punch là, extrêmement bon là, pour cette équipe-là. Ben, puis on peut parler de Drouin. Là. On en a assez parlé des dernières années, certains diront, mais ça peut être intéressant de voir ce que Drouin va arriver à faire là, en étant réuni avec McKinnon, enfin. Oui, ben c'est sûr qu'ils vont l'essayer, là, on s'entend. Ils n'ont pas le choix de ne pas l'essayer, là, mais est-ce que ça va durer? C'est plus ça la question. C'est ça. Ne serait-ce qu'en powerplay au moins, mais oui. Oui, exact. Et à Edmonton. Edmonton ici, personnellement, j'ai décidé d'y aller avec un joueur qui, je crois, va pouvoir faire une différence plus grande au niveau de la brigade défensive de cette équipe-là, qui est Mathias Ekholm. Je crois qu'une saison complète du côté d'Edmonton, ça devrait pouvoir permettre à cette équipe-là de probablement présenter un visage plus équilibré, contrairement aux dernières années, si je peux dire ça de cette façon-là. Bien entendu, j'aurais pu parler de Connor McDavid ici ou de Leon Draisaitl, qui sont les pierres angulaires de cette équipe-là. Sauf que probablement que l'avenue de Mathias Ekholm va nous faire oublier un peu le mauvais contrat pour l'instant de Darnell Nurse. Mauvais. C'est pas encore un mauvais défenseur nécessairement, Darnell Nurse, mais il est clairement trop payé. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir de leur côté. Si Mathias Ekholm va être capable de stabiliser cette défensive-là puis de permettre à Skinner puis aux Oilers Edmonton d'encore se frayer une place de choix, dans le fond, pour les séries éliminatoires. Exactement. Moi, j'ai rajouté Evan Bouchard qui n'est pas signé encore. Yes. Gros joueur pesant, défenseur. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Là, quand est-ce qu'il va être signé, à combien. L'avenir offensif en powerplay de cette équipe-là aussi à la défense. Oui, tout à fait, parce que ça reste que cette équipe-là a un problème au niveau du cap salarial. Ils sont beaucoup trop loadés en avant. Plus, évidemment, c'est 9,25 pour un petit peu. Donald Nurse, 9,25 millions par année, ça n'a pas de sens. Tu regardes Mathias Ekholm, c'est 6 millions. Là. On prend qui dans l'équipe? Là? Moi, je prendrais Ekholm bien avant, surtout à ce prix-là. Pour construire ma défensive, définitivement. Exactement. Donc, super bon choix, Ekholm. C'est un bon choix à regarder cette année parce qu'évidemment, on va les voir, Draisaitl puis McDavid à tous les soirs là, dans les highlights. Dans un paquet d'highlights, on va les voir en basse. Exactement. Donc, pour faire suite, Dallas, j'ai fait un choix un petit peu différent parce qu'on a les gros joueurs. Les gros joueurs, on sait, c'est Heiskanen à la défense, puis évidemment Robertson à l'attaque. Mais Wyatt Johnston, c'est un jeune joueur. Il est encore sur son contrat d'entrée. Puis il a déjà fait 24 buts. Il est tout près du 50 points par saison, là, déjà. Moi, je pense qu'il va dépasser cette année, qu'il va être en mesure de faire 30 buts, puis qu'il va être en mesure d'aller chercher 50, 60 points. Tout simplement parce que c'est un joueur extrêmement fluide, extrêmement. Il n'est pas nécessairement rapide en termes sur les longues distances, mais il est quick. Comment on peut dire ça? Il a une bonne accélération, dans le fond. Là. Oui, exactement. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il peut, grâce à sa vision, là, parce que c'est un de ses points principaux. Là, si on utilise la bonne expression québécoise, il va sur un 10 cents. Oui, exactement. Ça va vous donner la bonne image. Exactement ça. Puis ça reste qu'il joue avec des très bons joueurs, fait que ça l'aide aussi à pouvoir y aller avec son plein potentiel. Moi, c'est mon joueur à regarder cette année. Si tu permets, tu sais, au niveau des séries éliminatoires, j'ai couvert beaucoup de leurs parties pour Mordu de hockey, justement. Puis, effectivement, c'est un joueur qui m'a hautement surpris de voir la qualité de temps de jeu qui est donnée, dans le fond. C'est vraiment un rouage important au niveau des playoffs. Là. Wyatt Johnston a eu vraiment du bon temps de glace, du temps de glace de qualité. Puis, on y a fait confiance rapidement. Je crois que ça va juste continuer dans cette voie-là cette année. Il y avait un gars au centre, il y avait Domi au centre qui aurait pu faire jouer à sa place et non, ils ont décidé de garder Domi à l'aile. Puis donc, il y a des raisons pourquoi c'est resté le deuxième joueur de centre de cette équipe-là au cours des playoffs l'an dernier. Donc, excellent choix. En fait, je pense que
c'est un joueur qui va vraiment gagner à être connu. Ouais, Probablement qu'on connaît pas beaucoup dans l'Est, donc c'est ça. on vous invite à le découvrir. C'est un peu pour ça qu'on fait l'Ouest en ce moment, parce qu'on veut découvrir des joueurs qu'on n'entend pas souvent parler. Puis c'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui sont dynamiques, c'est des joueurs. L'Ouest, c'est considéré comme étant plus robuste. Quoique cette année, ça va peut-être changer de côté. Là, mais... Il y a des chances. Mais il faut regarder, les joueurs sont ultra dynamiques, sont très rapides, puis ça paraît là, que les jeunes poussent. Là. Puis, surtout sur des vieilles équipes comme Dallas, là, qui commencent à avoir des joueurs, là, Pavelski et autres, là, qui devraient avec peut-être... l'acquisition du Duchesne, là, je te dirais qu'il y a au moins 4-5 vétérans qui commencent à tirer de la patte, entre guillemets, là, mais qui ont encore du bon hockey à donner, là, clairement, par contre. Ah oui, clairement. En fait, moi, c'est mon joueur à regarder. Je vous invite à le regarder au cours de l'année. Peut-être l'ajouter dans vos poules aussi. Ça pourrait être une belle surprise. Définitivement. Il est pas cher. Surtout les poules de cap salarial, là, clairement. Oui, exactement. Donc, prochaine équipe, Los Angeles, les Kings. Ben écoute, je suis allé avec le choix relativement facile parce que je suis tellement curieux de voir s'il va vraiment jouer à la hauteur de son nouveau contrat. Donc, c'est vraiment la raison principale pourquoi je vais être très curieux de regarder Pierre-Luc Dubois. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un peu ma deuxième équipe, moi, les Kings de Los Angeles. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette division-là en réalité. Moi, j'ai travaillé de nuit assez longtemps, de soir. Je finissais à minuit, 1h, dans le fond. Donc, j'avais l'occasion de regarder souvent la dernière période ou d'écouter la dernière période de Los Angeles à toutes les soirs où ils jouaient. Donc, c'est devenu mon équipe. Puis, à travers ces années-là, ils ont gagné la Coupe Stanley avec Joe Doughty et Kopitar, en tout cas, et Quick, la dernière Coupe Stanley qu'ils ont eue. Donc, c'est devenu un peu... c'est ça, une équipe coup de cœur. Donc, j'étais quand même super content quand Dano s'est ramassé là. Hein. Personnellement, j'étais déçu d'avoir perdu à Montréal, là, mais j'étais quand même content de le voir arriver à Los Angeles. Sauf que je ne m'en tirais pas. Je trouve qu'ils ont payé cher pour Dubois. Donc, très curieux de voir à quel point il va performer là. Très curieux de voir aussi si on va enfin voir du vrai hockey de Quinton Byfield, qui a été deuxième choix total il y a quelques années. Et puis, un autre de la gang de Cole Caulfield qui n'est pas arrivé, que je veux mentionner. On va parler d'Alex Turcotte là aussi, qui tarde à se faire une place au niveau de la Ligue nationale. Oui, OK, les Kings ils ont une très forte ligne de centre. C'est pour ça qu'on risque de ne pas voir Byfield au centre non plus. Sauf que à date, là, dans les projections, Byfield va jouer à l'aile. Donc, ça serait logique aussi que si on voit Turcotte arriver ou émerger en cours d'année, ça soit à l'aile qui soit positionné également. Simplement rappeler qu'avec Cole Caulfield et Jack Hughes, il y a eu quand même une toute méchante année là, dans le programme américain pour son année de repêchage. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de peut-être le voir percer l'alignement cette année. C'est un peu comme, en fait, cette année, l'année passée avec Will Smith et compagnie. Là, exact, c'est un peu le même type d'équipe. Là. Exact. Puis c'est drôle que tu as parlé de Quinton Byfield parce que moi, c'était lui que j'avais dans mon radar. Là, parce que je suis vraiment curieux là, de savoir, va-tu vraiment aller un step de plus? Parce qu'on s'entend de toute façon, dans l'Est, ça reste Lafrenière n'a pas fait plus non plus. Là. Un petit peu plus, évidemment, là, parce qu'il a joué un peu plus de matchs. Mais ça reste que les deux ont comme de la misère à embarquer. Est-ce que c'est parce que justement, il y a trop de bons joueurs de leur côté qui les empêchent d'évoluer? Oui. C'est un peu des drôles d'équipes quand même pour avoir un premier puis un deuxième choix cette année-là. Mais bon, Exactement. Donc, non, super bon choix. Ensuite, on a Minnesota. Minnesota avec le Wild. Je suis allé vers Matt Boldy, tout simplement parce qu'il a signé un nouveau contrat qui embarque cette année, un peu comme Cole Caulfield. C'était ça un peu, hein? Le barème. Qui va être payé plus cher? Pourquoi? J'ai l'impression que Matt Boldy, c'est un joueur qui est plus complet. Donc, c'est un joueur qui serait en mesure d'aller chercher 70 points cette année. Puis, bon, évidemment, il va avoir moins de buts toujours qu'un Cole Caulfield, mais c'est tout simplement parce que c'est un joueur qui est plus un playmaker, donc un passeur plutôt qu'un scoreur. Mais déjà, à 31 buts, c'est extrêmement bon pour un jeune joueur qui vient d'embarquer sur son premier contrat d'envergure. Puis, Minnesota, il y a plein de bons joueurs, là, Kaprizov, tout ça que vous allez pouvoir regarder, mais regardez Matt Boldy, d'après moi, ça va être le joueur à observer cette année. Oui, puis de ce que je suis capable de voir de mon côté aussi, peut-être l'incursion de Marco Rossi en cours d'année dans cette équipe-là, c'est possible aussi. Donc, un autre jeune joueur, un haut choix de repêchage pour Minnesota, qui va peut-être pouvoir faire sa place
au niveau de l'alignement cette année. Puis moi, j'avais aussi noté Frédéric Gaudreau, notre petit Québécois qui a signé un beau contrat. Donc, d'après moi, ça peut être intéressant de le voir aller si justement lui-ci va être capable de poursuivre sur cette belle lancée-là depuis qu'ils ont donné toute la latitude là, au Minnesota. C'est une belle équipe, Minnesota. On n'entend pas souvent parler, mais on a entendu parler un peu plus depuis que Fleury est arrivé. Là. Exact. Mais ça reste que Fleury sur ses derniers 1000. Est-ce que c'est sa dernière année? Probablement. Mais on a des Jared Spurgeon, qui est un des très bons défenseurs dans l'Ouest. On a Joel Eriksson-Ek, qui est un joueur, d'après moi, sous-estimé. Oui, vraiment. On n'entend jamais ou presque pas parler, mais c'est quand même un joueur qui est à surveiller cette année. Puis évidemment, Kirill Kaprizov qui vole la vedette là, avec le Wild. Oui, très, très flamboyant à regarder aller. Oui, vraiment. Ensuite, on a San Jose avec les Sharks. Yes. Les fameux Sharks. Hein? Une équipe décimée, littéralement. On ne se mentira pas. Il y a pas mal moins de trucs sensationnels et excitants cette année à regarder de leur côté. Ils ont toujours le noyau Hertel Couture qui est présent, sauf que là où j'aimerais attirer votre attention cette année, c'est avec William Eklund. William Eklund qui a principalement joué en AHL l'an passé. 7e choix total en 2021. Donc, c'est un joueur duquel on attend beaucoup, vraiment, du côté de San Jose dans les prochaines années. D'ailleurs, projeté probablement pour jouer sur la première ligne ou la deuxième ligne cette année. Donc, on va juste souhaiter qu'au niveau du camp d'entraînement, pour lui, ça l'aide de ce côté-là, puis vraiment, il y ait cette opportunité. Mais si vous le voyez aller justement dans des fantasy drafts ou autres de ce monde, ça peut peut-être être un choix risqué, mais intéressant parce qu'il devrait avoir le temps de glace nécessaire pour s'illustrer. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là. Ça risque d'être pas mal le plus excitant à voir du côté de San Jose parce qu'il risque de perdre techniquement Eric Carson au cours des peut-être avant la fin de l'été, c'est pas sûr, mais c'est discuté beaucoup. Donc, je crois que c'est peut-être ce qui devrait arriver de ce côté-là. Là. Moi, j'ai mis Anthony Duclair qui vient d'être envoyé. Qui vient juste 31 buts l'année passée. Est-ce qu'il va être capable de reproduire ça cette année dans une équipe qui n'est pas très puissante à l'attaque? Mais lui ici devrait avoir le temps de glace, par contre. C'est ça, exactement. Il devrait avoir un peu plus il devrait être mis de l'avant. Premier trio, deuxième trio, un peu comme William Eklund. À voir, c'est sûr qu'en AHL, en Ligue américaine, c'est pas mauvais du tout, 41 points. Là, on oublie que la Ligue américaine, c'est très, très physique, c'est très, très difficile de jouer là puis de faire beaucoup de points. Là, c'est pas. C'était son année d'inauguration aux glaces nord-américaines aussi, là, M. Eklund. Donc. En plus. Là. Donc, c'est très, très bien débrouillé. Puis c'est vrai que ça va être un bon choix à regarder. Puis il n'est pas cher. Oui, clairement. Maintenant, à Nashville. Moi, j'ai choisi le nouveau joueur de Nashville, Ryan O'Reilly. Tout simplement parce que c'est un joueur de série. Puis j'ai même pas mis son nombre de points en saison régulière parce qu'on s'en fout un peu. On va chercher lui. Pourquoi? Pour les séries. Donc, 11 points en 13 matchs, 4 buts, des bons buts d'ailleurs. Reste qu'il était avec Toronto l'année passée, donc j'ai l'impression que ça ne servait pas nécessairement à rien, mais c'était pas bien balancé comme équipe. À ce niveau-là. Avec Nashville, je le vois un peu mieux, là, pouvoir prendre un peu plus ses ailes, puis pouvoir montrer son expérience, son leadership à travers cette équipe-là, qui n'est pas nécessairement jeune, mais c'est surtout à la défense qu'ils sont puissants, là, Nashville. Donc, ça va faire du bien d'avoir un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire comme Ryan O'Reilly pour aider la jeune équipe à l'avant de Nashville. C'est pas mal le remplacement, je crois, de Ryan Johansson qui ont envoyé du côté du Colorado, dans le fond. Là. Mais oui, au niveau de la défensive, et moi, de mon côté, j'avais Jussi Saros, en fait, qui est gardien de but, qui, selon moi, goal de façon phénoménale au cours des dernières années. Pourquoi on est surpris un peu de ses performances? Ben, c'est parce que Saros, c'est un petit gardien de but. Les petits gardiens de but à la Ligue nationale sont souvent blessés. On peut penser à Yaroslav Halak. Plus difficile pour eux de faire des saisons de 50, 60 matchs gardés, même voire impossible à la limite. Là. Puis, Jussi Saros nous prouve un peu le contraire année après année depuis qu'il est là. C'est un peu les raisons pourquoi on parle d'un possible échange d'Askarov du côté de Nashville. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on en parle, c'est que Saros performe tellement bien. Il n'est pas encore très vieux. Donc, ça laisse l'opportunité peut-être à l'équipe d'aller chercher plus
de renfort à l'attaque ou en défensive, ils n'en ont pas tant besoin, mais peut-être plus de renfort à l'attaque pour avoir un accès à ces séries-là, parce que je crois que leur place en série est quand même pas certaine. Donc, tu as parlé de Ryan O'Reilly, que c'est surtout en série qu'on veut l'avoir. Donc, ça pourrait devenir là, un move intéressant pour eux d'utiliser cet asset-là pour ça. Moi, j'ai le feeling que ça va être l'équipe de... L'année passée, c'était Calgary, qu'on espérait qu'ils se rendent en série, puis qu'on disait que ça allait être une équipe très difficile à jouer en série, mais ils ne se sont pas rendus. J'ai l'impression que Nashville, c'est un peu le même principe. Il faut qu'ils se rendent en série, puis après ça, on va voir, là, on va voir comment ils peuvent se débrouiller. Puis je pense qu'ils peuvent avoir des surprises à ce niveau-là. Donc, première étape, se rendre en série. Puis Saros, c'est un bon gardien de but qui n'a pas besoin d'avoir le meilleur deuxième. Fait que c'est ça qui fait l'avantage de cette équipe-là. Ils peuvent vraiment ils peuvent vraiment penser, comme tu disais, à des joueurs plus en attaque pour combler des problèmes ou des déficits à ce niveau-là. Suite à ça, on parle de la nouvelle équipe Seattle qui a vraiment surpris en série l'année passée. Hein? Quelle saison l'an dernier? C'était fou. Oui. C'est sûr que encore là, je suis allé avec le récipiendaire. En fait, la meilleure saison recrue l'an dernier, Matthew Beniers. C'est clair que est-ce qu'il va être capable de faire la même chose cette année? Est-ce qu'il va avoir le fameux sophomore, si on peut dire ça comme ça? C'est sûr qu'à ses côtés, il y a Jared McCann aussi qui a eu une saison phénoménale. Est-ce que j'aurais pu y aller avec lui? Intéressant à regarder de ce côté-là, clairement. Sauf que pour moi, Beniers est vraiment le joueur d'avenir de cette équipe-là. Malgré le fait qu'ils ont repêché Shane Wright aussi. Donc, est-ce que j'aurais pu prendre Shane Wright? Est-ce qu'il va percer l'alignement réellement cette année? En tout cas, personnellement, je lui souhaite. Sauf qu'avec ce que je suis capable de voir de mon côté, je ne suis pas certain qu'ils sont si pressés que ça de le voir au niveau de la Ligue nationale. Non. Shane Wright, en ce moment, surtout avec la saison qu'ils ont eue l'an dernier avec ce line-up-là, presque tel quel. Ils n'ont presque pas changé de joueur. Ils ont pris une chance sur Keller Yamamoto, je crois, puis c'est à peu près ça au niveau de l'alignement. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui a changé là. Donc, je vois difficilement comment Wright se ferait un chemin cette année, sauf que s'il y a un bon camp d'entraînement, puis qu'il se fait une place au niveau de l'équipe, ça va être clairement un joueur à surveiller, selon moi. Troisième trio, probablement, s'il réussit à percer l'alignement. Oui, probablement un peu de temps en supériorité numérique ou des choses comme ça, ou même en infériorité. On sait que Wright est quand même efficace au niveau défensif, donc ça peut... moi, ça serait mon joueur à regarder là, si évidemment il joue. C'est ça la problématique. Là, est-ce qu'il va jouer plus que 10 matchs, en fait? Est-ce qu'il va être retourné à la Ligue américaine? Parce qu'on s'entend qu'il ne reviendra pas dans la Ligue junior. Non, je pense pas que ça soit nécessaire. Donc, à ce moment-là, c'est soit la Ligue américaine, soit la Ligue nationale. Puis, comme tu as dit, Seattle, ils ont l'air d'être assez conservateurs dans leurs jeunes joueurs. Là. Pour l'instant, là... il n'est pas arrivé là tout de suite quand il a été repêché. Là. Ça a pris un an au moins. Donc, j'ai l'impression que, comme tu dis, ça va être lui qui va être à regarder encore cette année. Puis, c'est sûr qu'il dépasse 60 points. C'est sûr qu'il fait plus que 25 buts. Maintenant, est-ce qu'à part ça, est-ce qu'il va y avoir des creux de vague? Là? Comme tu dis, le sophomore, là, la gang de la deuxième année. La deuxième année. Puis, ça fait mal à plusieurs. Oui, effectivement. En espérant que ça ne le fasse pas pour Slavkovski, quoique il ne peut pas vraiment aller plus bas. Oui, ça n'a pas été de la première année phénoménale de son côté. Là. Non, exactement. Ensuite, Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui est très, très vieillissante, qu'on entend moins souvent parler, mais qui est toujours efficace, là, autant en défensive. J'ai choisi, en fait, un jeune joueur qui a décidé d'y aller avec un 8,125 millions. Oui. Donc, on y a octroyé plutôt. Ce n'est pas lui qui a décidé, là, mais c'est un contrat qui est un petit peu plus élevé que Nick Suzuki. Puis pourtant, c'est un joueur qui est vu comme étant le comparatif là, direct. Là. Ils ont été repêchés la même année. 20e pour Thomas. Suzuki, lui, 16e. Puis les deux ont environ le même nombre de points. Donc, c'est deux similaires en termes de contrat aussi. Là. Oui. Maintenant, j'ai hâte de voir. Là, il faut qu'il dépasse le 20 buts. C'est un passeur en premier lieu. J'aimerais ça le voir faire 70 points minimum, idéalement 75 points cette année parce qu'on s'entend avec un contrat de 8,125, ça devrait être autour de 70-75 points. Là. Et avec le line-up qu'ils ont présentement, supposé, je pense que c'est très réaliste pour lui d'aller chercher ces zones. En fait,
Saint-Louis va en avoir de besoin de ces statistiques-là sur Robert Thomas s'ils veulent être compétitifs, dans le fond. Là. Exactement. Si je regarde, là, on a Colton Parayko, Torrey Krug, Pavel Buchnevich, Oui. peu importe, Pas puis Jordan facile. Kyrou. Non, effectivement, c'est difficile. Ils ont aussi même ils sont allés chercher le contrat de Kevin Hayes, ils sont allés chercher le risque de Jakub Vrana. Il y a quand même Oui. Il y a quand même du potentiel dans cette équipe-là, mais il y a beaucoup de risques aussi. Oui, c'est ça. C'est où sont les autres jeunes que Robert Thomas? Où sont les joueurs d'impact? Ça n'a jamais été le gros des Blues, là. Non, mais c'est une équipe qui a une belle profondeur. Exactement. Les joueurs de bottom six, là, de bas attaquants, ou même la dernière paire de défenseurs, on parle de Scandella puis Bortuzzo, qui sont des gars ultra fiables, même s'ils ne sont pas zéro flamboyants puis zéro excitant à regarder jouer, mais ultra fiables. C'est ça. Ben, ça l'aide en tout cas Bennington, hein, de ce qu'on peut voir. Exact. L'important. Et lui ici doit rebondir. Là. Lui ici doit rebondir cette année. Pas une énorme saison l'an dernier de son côté. Oui, exactement. Les Blues vont aller aussi loin que Bennington va être capable de les amener, je pense. Ça peut ressembler à ça énormément, oui. Ensuite, on a Vancouver. Donc, Vancouver. Grosse surprise, hein? Du côté de Vancouver, écoute, je trouve qu'ils ont fait des moves assez audacieux au niveau des rachats de contrats et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait un réel désir de faire le nettoyage dans le vestiaire de ce côté-là. Donc, écoute, content de voir les nouvelles acquisitions. Ian Cole, Carson aussi en défense, sauf que je ne suis pas certain que ça va nécessairement être les joueurs à regarder au niveau de l'impact. Pour moi, le joueur à surveiller du côté de Vancouver est Andrei Kuzmenko. Un joueur de 27 ans quand même, il ne faut pas négliger, c'est pas un jeune. Là. Sauf que c'est sa première saison qu'il a joué dans la LNH l'an dernier. C'est un gars qui nous arrivait de la Russie. Quand même super impressionnant au niveau de ses performances de l'an passé. Donc, 74 points, 81 matchs dans une équipe déficiente, on ne se mentira pas. Et c'était le joueur le plus excitant à regarder l'an dernier. Je m'attends à ce que ce soit encore lui cette année. Si vous ne l'avez pas, moi je l'avais pris dans mon pot l'an dernier. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir aller ce gars-là, je vous suggère fortement de regarder une coupe de game. Puis c'est sûr qu'à 5,5 millions, il est moins alléchant qu'à 1 point quelques l'année passée. Là. Sauf que. C'est abordable. Oui, c'est ça. C'est quand même relativement abordable pour un gars de presque 1 point par match, dans le fond. Exact. Puis Vancouver devrait être un peu meilleur que l'an dernier, sauf il s'est tellement passé des choses bizarres dans cette équipe-là depuis quelques années que malgré qu'ils sont supposés performer, ils ne performent pas. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je saute. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'il y a un problème de culture un peu, puis c'est pour ça qu'ils ont fait un peu le ménage. Là. Maintenant, est-ce qu'ils en ont fait assez? Oui. Probable. Moi, j'avais plutôt Quinn Hughes, parce que j'ai l'impression que Kuzmenko, il a vraiment profité de Quinn Hughes. Ben, au niveau powerplay, définitivement, là, c'était la paire de powerplay l'an dernier, ces deux-là. Là. Puis Quinn Hughes, il n'y a pas beaucoup de buts. Là. Il a 10 buts, mais la majorité de ses points, c'est des passes. Puis évidemment, c'est un joueur qui est très, très dynamique, puis qui fait la première passe vraiment solide, qui réussit à aussi déjouer un attaquant pour aller faire son premier jeu, puis permettre à l'attaque de bien être supportée. Mais Quinn Hughes, au niveau de sa relance, puis au niveau de ses passes offensivement, fait beaucoup penser, il veut pas, un peu Andrei Markov dans ses belles années. Là. Exact. Au niveau offensif, là, si ça peut vous donner un comparatif, je pense que Quinn Hughes a le potentiel d'être un peu meilleur qu'Andrei l'était, mais c'est quelque chose qui, ça peut vous situer là, pour les fans de Montréal. Donc, ça peut être un bon point de repère là, pour regarder Quinn Hughes aller et puis l'apprécier à sa juste valeur. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est lui qui est le carrière défensif puis qui permet justement de permettre à des joueurs comme Kuzmenko d'être un petit peu moins défensifs, un petit peu moins. Qui peuvent se permettre d'y aller un peu plus à l'attaque. Clairement. Finalement, j'ai les deux dernières équipes. Moi, j'ai Winnipeg. J'ai choisi Cole Perfetti. Cole Perfetti est encore une recrue en bas de 900 000 par année. Avec ses 51 matchs l'année passée, il a fait 8 buts, 30 points. C'est pas mauvais. On va se dire que c'est peu, mais en réalité, c'est que Cole Perfetti, c'est un excellent joueur. C'est un excellent. Vraiment, il démontre là, beaucoup de
bonne chose là, pour l'avenir. Je pense que Winnipeg veulent que ce soit un de leurs joueurs clés pour les prochaines années. Mais l'année passée, malheureusement, avec les joueurs qui étaient devant lui, c'était difficile de se faire une place puis de pouvoir se prouver. Donc, il était toujours sur le 3e trio ou presque. Il a fait quelques apparitions sur le 2e. Mais avec là, le ménage qui a été fait, là, j'ai l'impression que c'est l'année de Cole Perfetti pour pour montrer un peu de quoi il est capable. Vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, c'est l'année de repêchage de Quinton Byfield. Ouais. Je pense qu'on est rendu un peu à l'éclosion de ces gars-là. Tout ça, top 10 environ. Là. Je pense que c'est là qu'on est rendu, de voir ces joueurs-là éclore. Puis oui, Perfetti, à la seconde qu'ils l'ont choisi comme ligne de centre, c'était clairement le futur. Après Scheifele, après Dubois, c'était clairement lui qui était vu pour être dans cette ligne-là. Je crois qu'ils ont peut-être eu froid en allant chercher Velarde aussi. Donc, moi, de mon côté, c'était Velarde parce qu'il faisait partie de l'échange de Dubois. Donc, c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce qu'il va avoir à apporter à cette équipe-là. Présentement, dans les projections de ligne, je le vois jouer avec Perfetti. Donc, encore raison de plus peut-être pour voir le futur de cette équipe-là aller avec ces deux gars-là qui vont peut-être jouer ensemble. Très intéressant selon moi, malgré que Winnipeg risque d'être pas mal moins impressionnant à regarder qu'au cours des dernières années. Sauf que. En pente descendante. Exact. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, je crois que c'est ces jeunes-là là, qui vont se développer au cours des prochaines années. Exact. Ben, c'est un peu comme le Canadien. Hein? On regarde les jeunes joueurs qui sont dynamiques et qui sont à venir plutôt que les vieux joueurs qui sont à se débarrasser. Là. Donc, j'ai l'impression que Winnipeg, c'est un peu dans ce principe-là. Est-ce qu'ils vont être dans le bas de classement? C'est difficile à dire, mais ça reste que c'est une équipe qui va avoir beaucoup de travail. Là. Puis en même temps, on ne sait même pas si Hellebuck va rester aussi. Là, je pense que c'est une question de cap salarial. Il est fort probable qu'il reste. Probablement une question de temps aussi. Hein? C'est ça. Exactement. Est-ce que ça va être au moment du deadline, qu'est-ce que ça va se passer? Peu importe. Je n'ai pas l'impression que l'équipe est à un point où ils vont prendre plutôt aller chercher des joueurs, mais plutôt à se débarrasser des joueurs. Là. Oui, vraiment. Je crois que c'est là qu'ils sont rendus dans leur cheminement d'équipe, en effet. Oui, tout à fait. Donc maintenant, la dernière équipe de cet épisode, Vegas. Yes, les Golden Knights. Pas énormément de changements. Au contraire, ils sont allés garder certains joueurs au niveau de la profondeur. On va parler de Barbachev puis Stephenson, dans le fond, qui sont quand même des rouages importants de leur équipe. Donc, c'est sûr que pour moi, ce qui devenait automatiquement le plus intéressant à regarder, je pense que c'est la continuité de Jack Eichel. Donc, quand même intéressant de voir s'il va pouvoir continuer à performer comme ça, 66 points, 67 matchs. Est-ce qu'il va pouvoir, lui aussi, nous donner enfin une saison de 82 matchs? Je pense que c'est un point qui va être super intéressant à regarder avec Jack Eichel. Parce que, écoute, c'est l'histoire de sa vie et de sa carrière, les blessures à ce jeune homme-là. Donc, il nous a prouvé, encore une fois, un peu avec la saison dernière et les séries éliminatoires, qu'il est capable de donner ce que tout le monde nous disait qu'il était pour donner un jour. Sauf que la période de temps sur laquelle il l'a fait est peut-être trop courte en ce moment pour vraiment dire que c'est le joueur qu'on croyait qu'il était pour devenir. Donc, c'est probablement cette année qu'il va devenir la cristallisation de son talent, si je peux utiliser une expression jolie. Donc, à 10 millions, là, à 10 millions, il faut qu'il en donne un peu plus et qu'il soit en santé. Il faut que ça soit constant. On exact. On va le stipuler comme ça. Sinon, Adam Hill aussi, grosse performance au niveau des séries éliminatoires. Plusieurs contrats de 4 millions, je pense qu'il a signé, quelque chose comme 4,4 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup au niveau des comparatifs pour Montembeault aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a la performance de série qui est différente de Montembeault pour l'instant, qui a fait en sorte qu'il est allé chercher ce salaire-là, selon moi. Mais avant les séries éliminatoires, quand on parlait d'un nouveau contrat pour Montembeault pour quelques années peut-être, c'était beaucoup un des gardiens de but qui a été utilisé en comparatif au niveau des statistiques. Donc, Adam Hill, des statistiques semblables à ce que Montembeault a depuis qu'il goal plus régulièrement dans la Ligue nationale. Donc, écoute, s'il y a encore une grosse saison cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à payer cher ou un petit peu pas mal plus cher que présentement pour Montembeault? Je pense que
On va peut-être avoir avantage à le négocier plus vite que tard, plus tôt que tard, Oui. disons. Vaudrait mieux avant le camp d'entraînement même. En tout cas, à mon avis, là. Moi aussi, c'est de mon avis, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, j'en aurais pas parlé. Ben, tu vois, Jack Eichel, moi aussi, je l'avais comme gars à surveiller parce que je me rappelle, moi, l'année 2019-2020. Puis je me suis mis les notes, là. 68 matchs. Donc, c'était très similaire à l'année passée. Oui. 68 matchs, 36 buts, 78 points. Donc, 78 points en 68 matchs. S'il est capable de maintenir 82 matchs, 90-95 points, ça va devenir la pierre angulaire de Vegas. Puis ça va être le joueur que Vegas a toujours voulu avoir au bout du compte. Là. Oui. C'est pas pour rien qu'ils ont fait autant d'échanges, aller chercher Pacioretty, aller chercher se débarrasser de Fleury, etc., etc. Ça a toujours été pour aller chercher une star. Puis je pense que Jack Eichel, c'est la star qui leur manquait. Ça a été prouvé avec les séries qu'ils ont gagnées. Donc Jack Eichel a un trophée déjà, Coupe Stanley. Avec du leadership alentour de lui, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence, hein, Ced? Je pense que, tu sais, à Buffalo, c'est ce qui manquait. À Buffalo, c'était lui, le leadership. Il arrive à Vegas, il a tout le leadership déjà établi alentour de lui. Il fait juste jouer. C'est peut-être ça, des fois, qui peut faire la différence entre un joueur qui est fait pour être un leader et un joueur qui est un peu moins fait pour l'être. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Donc, évidemment, je vous invite à suivre le show. Là, pour l'instant, les thumbs up. Exactement. Vous avez apprécié? Ben oui, parce qu'en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre sur YouTube, on va le mettre sur des plateformes de podcast. Donc, vous allez pouvoir soit l'écouter, soit le regarder, ou les deux. Donc, vous allez pouvoir liker, vous abonner et tout ça à la chaîne Mordu de hockey. Le show s'appelle En pleine dent. On est en rodage, c'est le premier show. On n'a aucune idée si ça va être le nom du show qui va rester, mais l'ambiance, qu'est-ce qu'on fait, puis aussi les concepts. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez voir un peu ce qu'on fait. Donc, on va aller chercher des sujets un petit peu moins parlés. On va aller chercher des choses un petit peu plus pointues sur certains points. On veut s'assurer d'avoir une belle offre qu'il n'y a pas nécessairement au Québec en ce moment, c'est-à-dire une couverture globale du hockey, tout simplement. Attirer notre attention, dans le fond, sur des joueurs qu'on voit moins régulièrement jouer, sur des flashs, sur les recrues, les espoirs, les prospects, sur la AHL, en tout cas, on veut élargir les horizons un petit peu au niveau hockey. Si on peut Exactement. c'est comme ça. Exactement. Puis évidemment, on a Frank Well qui nous a aidé beaucoup à partir de la chaîne. Puis on vous invite à aller suivre sa chaîne. Donc, on vous invite à aller vous abonner, à thumbs up, activer la cloche. Parce qu'on pense que vraiment, Frank, en fait, fait un super travail pour la couverture du Canadien. Oui. Puis on veut, en fait, s'améliorer aussi à ce niveau-là. On veut vous donner du nouveau contenu, du contenu plus complet pour les autres points là, que Frank n'est pas en mesure nécessairement de couvrir en ce moment. Exact. Donc, sur ce, on va se dire une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Puis, un petit mot de la fin, Julien. Continuez de manger du hockey. Merci. Salut tout le monde. Salut.